Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Alors comme vous le voyez là, on est en fait à la soirée Ben & Jerry's. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste une soirée Freak on Night, ça arrive une fois par an, je crois, il me semble. Et donc le but de la soirée c'est pour promouvoir le commerce équitable. Donc cette année, sans partenariat avec Emmaüs, qui permet donc à chaque invité de déposer un vêtement et donc de pouvoir le recycler pour l'association caritative. Voilà. À côté de ça, on va attaquer donc forcément cette 5e JDGTV avec la deuxième partie de notre interview spéciale avec Kian, Bruno et Harry de la série Bref que vous commencez à connaître. Alors contrairement à la première partie, c'est pas quelque chose de super drôle puisque là on attaque vraiment un sujet. Au départ, c'était juste une interview qui devait servir à une chronique du week-end écrite par l'âme. Et du coup, on s'est dit que on va peut-être vous laisser découvrir plutôt comment ce que ressentent les auteurs et les producteurs de Bref, où ils parlent vraiment sans concession de tout ce qui touche au téléchargement, etc. Donc c'est super intéressant, c'est un peu long, ça dure 1 heure. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas. Maintenant, on va essayer nous de vous proposer un compte iTunes pour pouvoir télécharger ces podcasts qui peuvent être super intéressants. Et donc c'est vrai que 1 heure devant son écran, c'est pas génial, mais là c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec nos 3 auteurs de Bref. Bon, on commence de manière très commerciale efficace par votre DVD, parce que vous êtes aussi là pour parler de votre DVD. On n'est pas obligé d'en parler, hein. Mais... Si. Déjà, pourquoi faire un DVD et pas un Blu-ray, pas de téléchargement légal? Alors, un Blu-ray parce que ça coûte cher à faire encore. Et ça coûte plus cher qu'un DVD à faire? En fait, c'est pas un format qui est vachement utilisé pour les séries françaises de type programme court. Ouais. Donc au moment où on a parlé d'un Blu-ray, ils ont dit les mecs, déjà essayez de faire un DVD, après on en reparlera. Donc si le DVD se vend bien, je pense qu'on va essayer de pousser un peu pour avoir un Blu-ray, ne serait-ce que parce qu'on tourne en HD, donc ce serait un peu profitable. Ouais. On essaie de faire une image assez léchée, donc on espère pouvoir sortir un Blu-ray un jour, mais pour l'instant, il n'en est absolument pas question. D'accord. Et je suis content parce que si je savais qu'il y avait un Blu-ray, ça mettrait en porte-à-faux parce que il faut que les gens achètent le DVD. Là, je suis content parce qu'il n'y a vraiment pas de Blu-ray, donc il faut vraiment acheter le DVD. Ouais, on verra les chiffres de vente là, vous n'avez pas encore de. Pas pour le moment, on en parle bientôt. On a 2 sur. Des données. Le téléchargement, si vous êtes une série moderne avec des gens modernes dans votre génération, c'est comme un truc qui vous parle. Ça, je sais pas du tout alors. Je sais pas comment ça se passe justement. Moi, j'ai proposé. Amazon, iTunes. Ça serait génial. Ça va être en place. C'est une super idée. Donc c'est quand même dans les tuyaux. Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va être fait sur tous les types de téléchargement légaux, évidemment. Ouais. Illégaux, ça veut pas le dire. Vous l'avez déjà vu, je suppose, sur des sites. Ouais, très fier, grosse fierté. C'est un peu une sorte d'achievement d'une certaine manière, de sortir un peu de l'autre côté de la barrière. Je vois Bref S01E 23. Xvid, avec les codecs et tout. C'était vraiment. On ne manquerait plus qu'avoir les teams de subbers étrangers, italiens, japonais. Ça c'est bon, c'est le Panthéon. D'ailleurs, je voulais parler de ce côté moderne. Et effectivement, vous avez une série qui a eu un énorme succès depuis maintenant 6 mois, 7 mois, depuis fin août. Ça fait 6 mois. Évidemment, il y a ce côté très proche des gens, de ce qui se passe. On se retrouve dans une série qui est assez marquée dans son temps. Est-ce que vous, c'était l'envie dès le début de parler sans aucun tabou, sans avoir une contrainte de la part d'une chaîne ou de la production, on parlera peut-être de la production après, mais de votre époque, c'est-à-dire de parler de votre culture, du net, du cul, des jeux vidéo, de la loose, des adolescents, des trentenaires célibataires, etc. C'était une envie dès le début d'en parler de manière très, très détaillée. Moi, excuse-moi. Je pense, en fait, on a juste fait ce qu'on voulait. Et a posteriori, il y a des choses qui sont sorties du genre « Ah, vous parlez geek, vous parlez trentenaire, vous parlez adolescent ». Mot que je connaissais même pas. Et il y a même des gens dans des bureaux avec des chemises qui disent « Ah, vous êtes mainstream ». Truc qu'on connaît pas. Nous, on a juste parlé de ce qu'on connaît. Et il s'avère que dans notre vie, il y a du célibat, il y a du couple, il y a du sexe, il y a de la solitude, il y a des jeux vidéo, il y a beaucoup de télécommunications. Donc voilà, c'est un peu à notre image de ce qu'on fait dans la vie. On n'a pas cherché. En fait, on n'a jamais fait ça pour réussir ou pour plaire à un maximum de gens. On a juste fait ça parce qu'on trouvait ça marrant de dire je suis sur internet, je suis machin, j'ai regardé des photos, je me suis branlé, je suis retourné sur internet. Rien que ça nous faisait marrer, c'est tout. Et comment ça se fait que ce genre de programme super entier? Si je peux rajouter un petit truc, en fait, on vient du stand-up à la base, et quand tu démarres dans le stand-up, au début, tu essaies de faire je vais faire un truc sur les oiseaux. Tu vois, un truc. Personne l'a fait. Et parce que c'est léger. Et puis un jour, tu parles de toi,
Comme ça, tu es sur une petite scène ouverte, tu parles de toi et ça marche en fait. Et tu te rends compte que quand tu parles de toi, en fait, tu parles des autres, les gens se retrouvent dans... Le fameux moi aussi. Voilà, c'est ça, mais sans aller le chercher. C'est-à-dire qu'au début, tu essaies de dire, bon, qu'est-ce que tout le monde a vécu que je peux raconter. Ouais. Et en fait, tu te rends compte quand tu racontes ton truc, finalement, au-delà de ce que tu as vécu, c'est la manière dont tu l'as vécu, la manière dont tu le présentes qui appelle quelque chose chez les gens en fait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Bref, c'est qu'on est arrivé avec notre petite expérience du stand-up, avec déjà cette envie de parler de nous, et je pense que c'est ce qui a parlé aux gens en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que effectivement ça parle de vous, de manière, on a l'impression que c'est très juste. On parle souvent du fameux entre ce que je veux dire, ce que je pense que je veux dire, ce que je dis, ce que la personne entend, ce qu'elle veut bien entendre, etc. Il y a une grande déformation. Là, on a l'impression, en regardant Bref, qu'entre ce que vous voulez dire et ce que les gens reçoivent, il y a une sorte de message sans aucune... Ça, c'est la chance qu'on a. Ouais. Comment ça se fait qu'un projet comme ça aussi entier puisse être défendu de la discussion entre potes autour d'une table, on revient, on se lance, jusqu'au moment où ça passe sur une télé nationale, sur une grande émission, etc. Il y a deux facteurs qui sont importants. C'est la liberté que tu as avec ton producteur et la liberté que ton diffuseur donne à ton producteur. Tu vois, il y a deux échelles. Nous, on est avec Harry. Harry nous dit faites ce que vous voulez. Et Harry, du coup, comment tu Et expliques au diffuseur, Canal, pareil, nous dit, les auteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Non, Est-ce que Canal a été très réceptif ou est-ce qu'il a fallu se battre un petit peu du coup en fait, quand je suis arrivé dans la chaîne, je suis arrivé avec un pilote terminé, un pilote fait et produit, Qui est le premier épisode de Bref. qui est le premier épisode qui n'a pas été modifié pour la diffusion. Et je voulais arriver avec une production qui était finalisée et où il n'y avait pas de discussion possible. Après, quand la chaîne a vu ça, elle a été conquise en fait, par le résultat et elle s'est pas posé plus de questions. Ça c'est aussi la force de Canal+, c'est à un moment donné de dire ok, donc ça c'est mortel, on va pas essayer de modifier des choses parce qu'il y a du talent et que ces deux auteurs là a priori ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, la chaîne a suivi assez naturellement et elle nous a fait confiance pour continuer dans cette trajectoire-là en fait. Moi j'irais plus loin, c'est que même si la chaîne nous a fait énormément confiance, Harry nous a fait confiance, c'est-à-dire qu'on a ramené notre équipe de techniciens. Tu sais, tu peux des fois travailler avec un producteur et dire bah, par contre le réel ce sera lui, ou l'étalonnage ce sera lui. Même des fois le diffuseur, hein, ça Oh, ouais, voilà, ouais, bien sûr. des gens. Là, moi j'ai jamais été, j'ai pas eu une grosse expérience en télé, mais là pour le coup, on a pris qui on voulait, le chef opérateur, on a pris qui on voulait, le chef opérateur celui qui s'occupe de l'image. Pareil pour le casting. Pareil pour le casting. On faisait notre casting et personne nous a imposé. On m'a dit ouais, on va t'imposer des gens. Pas du tout. On m'a rien imposé du tout. Et voilà, c'est cette liberté qui est vraiment à l'intérieur de la production, parce que là on est à la prod. Pour bien schématiser, il y a une production, il y a une chaîne, et nous dans cette prod on est libre, et la chaîne nous assure cette liberté encore dans la diffusion. Dans la diffusion. Alors, Et le grand journal aussi nous laisse vraiment libre. À aucun moment, tu vois. Alors que du coup, c'est vrai que le grand journal c'est très mainstream, maintenant qu'on connaît tous le mot. C'est assez lisse, c'est très branché promo, etc. Et du coup, il y a quand même un léger décalage, puisque vous allez franchement, effectivement, par de choses du quotidien, ça peut être négatif, peut ne pas y avoir de happy end ou de choses comme ça. C'est quasiment un conte de fées pour vous, en fait. Il y avait le petit journal avant dans le grand journal. Le petit journal, c'était maintenant ils ont une émission à part entière, mais c'était très culotté, c'était jamais consensuel le petit journal. Donc c'est bien d'avoir, je pense, une émission qui justement est au centre des choses et qui justement passe les plats au guignol, qui passe les plats au petit journal, qui nous passe le plat, qui passe le plat à Omar et Fred. C'est vraiment, pour moi, c'était l'émission parfaite pour nous. Non, puis on a tendance à voir surtout la partie 2 maintenant du grand journal. Ils ont séparé la partie 1 de la partie 2. Quand tu regardes la partie 1, il y a quand même des mecs qui se font bien allumer. C'est pas, je pense que c'est pas que consensuel. Je pense que la partie 2, ils ont peut-être 300, 400 invités et ils invitent des gens qu'ils aiment bien. C'est-à-dire que je pense que la partie 2, c'est un peu le moment où ils disent bon, on a parlé de politique, maintenant on a envie d'être cool et d'être en détente. C'est un peu moins que Jean-Michel Apathy. Oui, voilà. Mais parce que je pense qu'ils se disent pas. Je pense que ils aiment réellement la plupart des gens qui reçoivent, en fait. Mais je le pense vraiment. Je pense pas que c'est une émission de. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, mais c'est ultra consensuel, etc. Je pense que en fait, t'es chez toi et à un moment, tu reçois des gens que t'aimes bien. Et ce serait l'inverse qui serait bizarre. Ce serait qu'ils se sentent obligés d'aller faire des coups comme on a pu le reprocher un peu à Fogiel ou des gens comme ça, de te dire non, tu veux provoquer, t'invites quelqu'un mais tu veux absolument aller te taper avec.
eux, ils ont pas envie de se taper. Il se trouve que c'est une partie qui est très rapide, que les gens regardent plus que la partie politique, et qui est plus consensuelle, mais par définition. Et du coup, on ne voit plus que ça. Mais juste avant, il y a les Guignols. Les Guignols, je crois qu'ils sont toujours aussi libres de dire ce qu'ils veulent. C'est pas les mecs les plus gentils du monde avec la politique. Ils Dans la s'enchaînent, partie politique, ils sont Ouais, enchaînés. Ils sont vraiment libres. Juste avant, il y a le petit journal. Eux, c'est pareil, ils ne gênent pas pour aller gratter. Et on ne voit plus que la partie. Du coup, nous, en disant juste je me suis branlé, parce que d'un coup, on nous dit vous êtes les rebelles, vous êtes les vrais gueudins de. Oui, c'est ça qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que ça fait un peu penser au comique américain Louis C.K., qui est très connu là-bas, qui dit qu'avant, les comiques se moquaient des grands du monde et que finalement, lui, son business, c'est les petites hontes intérieures et les petites choses des gens. Et que finalement, c'est quelque chose qui paraît plus simple, mais qui a très peu été exploité ou montré à la télé française. Ouais, c'est assez rare en France. Il y a un truc que Bruno disait, et c'est vrai, moi j'en ai fait expérience parce que je suis monté sur scène avec une envie de faire rire les gens. Je voulais vraiment faire rire les gens. J'avais des bons mots, des bonnes modulations de phrases, ça marchait bien, ça rigolait. J'avais des rires. Un jour, on était au Bordel Club, et j'ai juste raconté une anecdote au micro comme ça, une anecdote qui est un peu de loose, tu vois, mais qui m'était arrivée la veille. Et c'était tellement relou pour moi, c'était insupportable de l'avoir vécu, d'avoir été mini humilié par une meuf, tu vois. C'est pas humilié, c'est même pas une humiliation, c'est juste relou à vivre, tu vois. Et dans la journée, je me suis dit, tu sais, je l'ai ressassé, j'ai fait ah quand même, c'est relou. Et j'ai fait la blague, j'ai raconté juste l'histoire et j'ai eu un rire que j'avais jamais eu avant. Et un rire qui unissait toute la salle, c'est vraiment un rire très 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 grave. Ah, tu sais, ça va devant. Et je me suis dit waouh, en fait je cherchais loin quelque chose que j'avais en fait dans ma vie. En fait, à juste raconter les choses avec un angle, parce que après pas de raconter du genre ouais, hier j'étais avec une meuf, c'est pas ça, c'est de raconter des choses, des souffrances, et de dire bon, c'est tellement relou à vivre que je vais en parler de manière marrante. Et Louis C.K. fait ça et ça marche bien. Est-ce que c'est aussi une forme d'héritage de la culture internet où les gens partagent énormément ce qu'ils vivent, que ce soit évidemment sur les forums, les blogs, ou même l'humour sur internet qui est extrêmement basé sur cet étrange moment ou alors sur Twitter, sur Facebook, où les gens en fait partagent souvent des moments extrêmement partagés et c'est les choses qui marchent quasiment le mieux. Est-ce que ce côté un peu internet avec on se montre le nombril mais avec un angle qui est de l'écriture ou qui est de la vidéo ou qui est des choses comme ça a déteint sur vous, ou c'est des choses qui viennent d'autre part? Il y a une base de la comédie. Pour moi, la comédie, ça ne marche. Et tu peux parler de Pluton, de mecs qui habitent sur Pluton. Ça marchera si c'est sincère. Si les personnages peuvent exister vraiment, s'ils ont vraiment... pour moi, le rire ne marche que par sincérité. C'est pour ça qu'il y a des pièces, il y a des grands boulevards des années 1900 comme Feydeau, des auteurs comme Feydeau. Si tu les surjoues, tu fais « Oh non, ma famille est dans le placard, ça ne marchera pas. » Par contre, si le mec est vraiment en galère, c'est super marrant. Un mec qui tombe et qui regarde si quelqu'un l'a vu, c'est marrant. S'il tombe et il part, c'est pas marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'il essaie de se relever avec dignité. C'est ça qui est marrant dans la chute. C'est pas la chute qui est marrante, c'est même pas l'atterrissage en fait, c'est la relevée qui est marrante. Voilà, j'ai vu ça, je voyais un cocktail moteur sur la planète Terre. Mais pour te dire, voilà, tout vient de la sincérité. Donc peu importe de quoi tu parles, quand tu vas The Office, moi j'ai jamais vendu des photos du papier, tu vois, mais ça me fait marrer. Non, mais surtout les choses dont tu parles sur Twitter, ces choses-là, qui sont un peu les nouveaux sites toi aussi de Facebook. Les sites aussi de Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une espèce de petite troupe de stand-uppers. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a eu la mode des sites toi aussi, il y a surtout eu la mode de on se fait voler toutes nos phrases de stand-up et ça devient des sites toi aussi fait par un mec qu'on connaît pas en fait. Il y a Kevin qui prend une vanne d'Arsène ou de Kairon ou de 9000 fans dans la journée. Voilà, et qui fait un site toi aussi avec nos vannes en fait. Et je pense que toute cette culture-là c'est pareil pour Vie de merde, c'est pareil pour ce genre de choses. Ça vient, quand tu regardes Vie de merde, il y a beaucoup de fake en fait. Finalement, c'est la formulation de la vie de merde qui est marrante. C'est pas la vie de merde en elle-même. Et je pense que tout ça, ça a un tronc commun. Et c'est ça, oui, c'est des petites misères humaines. Donc je sais pas qui influence l'autre. Et je pense que c'est une espèce d'inter-influence entre toutes ces sources qui viennent d'une même base, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu me parlais de Facebook. C'est assez étrange aussi parce que vous êtes quasiment la seule marque ou la seule boîte qui gère vous-même votre Facebook, votre Twitter, qui est votre community management. Est-ce que c'est une manière pour la chaîne de faire confiance à des jeunes auteurs, ou est-ce que c'est une manière pour la télé de dire, de toute façon, on comprend rien à la télé, à Internet, pardon, et du coup, on va vous laisser gérer vous-même? Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est que c'est nous qui les avons ouverts. C'est-à-dire que c'est imposé par vous. Bah, c'est pas imposé, mais à partir du moment où tu dis, bah, je vais le faire, ils peuvent pas te dire non. Bah, ça arrive pour beaucoup de marques, beaucoup de films, beaucoup de séries télé,
où en fait Mais non, parce que la c'est prod ou le diffuseur impose Mais non, parce que c'est d'avoir un community parce que manager. c'est la prod, c'est Bah lui. oui. On est là. C'est la prod qui peut t'imposer ça. C'est lui qui a déposé, bref, à l'INPI, à je sais pas quoi. C'est pas Canal. Canal, ils peuvent pas nous. De toute façon, ils nous l'ont pas demandé. Eux, ils sont contents qu'on le fasse. Mais de toute façon, c'était un réflexe. Au moment Oui, où c'est Bref est naturel. sorti, on a fait le compte Twitter, on a pris en main la page Facebook parce qu'il avait fait avant nous avec l'équipe de Canal et on leur a dit, je me souviens, sur la page Facebook, Ouais, on leur a dit arrêtez de publier des trucs, demandez-nous avant. On écrira tous les statuts et on le fera. Et même Canalplus.fr, quand ils nous ont, parce que les vidéos sont hébergées là-bas, ils nous ont dit, voilà, ils nous ont recommandé des trucs parce que même eux, par contre, pour eux, c'était assez inédit que des auteurs de séries et de producteurs s'occupent de la diffusion sur le web. Nous, on a toujours été dans le web. Enfin, bon, ça fait 15 ans qu'on est. Moi, je me rappelle de. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de. Je dis pas une fracture numérique comme notre cher ex-président, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage entre votre génération à vous et des gens qui, du coup, ne comprennent pas exactement tous les enjeux que ça peut avoir d'avoir justement toute cette communauté? Canalplus.fr, ça fait 10 ans que ça existe, vraiment bien. Moi, je me rappelle très bien, je voyais des VOD quand j'étais encore à Reims, c'était il y a 6-7 ans, je voyais déjà de la vidéo à la demande. Ils ont été hyper à l'écoute de ça, tu vois. Mais ceci dit, il a raison, il y a des auteurs qui s'en foutent. Oui, il y a des auteurs qui s'en Et ce foutent. qui est important, c'est que s'ils s'en foutent, il faut surtout pas qu'ils le fassent. Mais Comme ça, c'est la sincérité, c'est que si tu le fais de manière comme le community manager, Oui, voilà. ça sert à rien. bah, tout dépend du community manager. Il y en a des bons, mais pour la plupart du temps, un community manager, ça vaudra jamais. Moi, je pense au Twitter de Michel Denisot. Je le kiffe parce qu'il fait des fautes de frappe et qu'il écrit des trucs que tu comprends pas, mais c'est kiffant parce que tu sais que c'est vraiment Michel Denisot. Du coup, si à chaque fois il y avait écrit, Retrouvez-moi tu dans sens ce que magazine. c'est formulé événement, dièse quelque chose, question à la fin pour avoir des réactions. Tu dis bon bah c'est pas Michel Denisot, c'est un community manager qui s'appelle Steve et voilà. Denisot, les Twitter, du coup Oui, il kiffe là-dessus. Ouais, mais ça fait, on a toujours, c'est fait toujours les États-Unis avec un peu de retard. La France, là, ça y est, il y a des stars qui arrivent. Ouais. Astier, il est arrivé et tu vois que c'est lui. Et en fait, je pense que c'est le moment où ceux qui sont, ce qui se passe, c'est que je pense à notre génération, on est la génération à cheval. C'est-à-dire qu'on a grandi avec la télé, mais on la regarde plus. On regarde Internet. C'est vrai qu'on est entre la génération Y, comme les gens adorent sortir en ce moment dans les médias, et la génération X d'avant, en fait. Ouais. Il y a un truc que je voudrais juste dire, tu disais, ouais, il y a des gens un peu dépassés, ils peuvent être un peu dépassés par rapport à l'évolution. Encore une fois, c'est pas pour lancer des fleurs à Canal, mais ce sont des gens plus âgés que nous qui ont lu nos textes et qui nous ont encouragés à les faire. Donc il n'y a pas de décalage générationnel, c'est des gens qui sont justement extrêmement attentifs à ce qu'on peut apporter comme nouveauté, et ils sont très sollicités, mais ils restent attentifs à ce qu'on peut proposer. Est-ce que l'humour, ça reste la grande marque de Canal qui a quand même été le plus grand découvreur d'humoristes depuis 25 ans, je pense, maintenant? C'est une image de ouf quand même. Enfin, Ouais, je pense que ça reste quand même, en tout cas de leur vitrine claire, ça a toujours été leur. Le porno officiellement. C'est vrai que Ouais, Bah non, mais non, depuis non, Jamel, non. depuis, le foot et le depuis, porno, c'était l'appel du crypté. crypté. L'appel du clair, ça a toujours été l'humour et le divertissement, en fait. C'est récemment, il y a eu qu'il y a vraiment de la politique, il y en a eu un peu de temps en temps, mais on sait que le produit d'appel de Canal sur son espace clair, c'est l'humour. Et c'est ce qui fait. En fait, c'était le côté, on est une chaîne à péage, on a, quoi qu'il arrive, avec le foot, le porno, etc., et les films, on a tant d'argent, et on peut les injecter dans une vitrine. En fait, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de laboratoire. C'est pour ça qu'ils peuvent venir et nous dire ah, c'est marrant, on peut en faire 40, on regarde ce qui se passe. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, en fait. Et, qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus de chaînes de télé ou que les revenus, parce qu'on dit souvent aussi que les revenus pour les contenus baissent de jour en jour. Pour les contenus en général, c'est que les chaînes parce qu'on les chaînes de télé ont moins de moyens. Internet s'impose comme un grand média, mais qui a aussi moins de moyens qu'une télé auparavant. mais parce qu'on est à cheval. Ouais. Donc du coup, il faut faire un truc à cheval. Et bref, je pense que sans prétention, c'est à cheval. Ça veut dire que c'est vraiment parce qu'on a grandi avec la télé et qu'on connaît Internet, qu'on a voulu faire l'équivalent de ce qu'on avait vu à la télé quand on était petit, sur Internet. Et sur Internet, tu dis, bon, comment je fais pour pas que le mec il avance 3 fois dans ma vidéo sur YouTube? Bah, je fais une vidéo beaucoup trop courte pour ça, en fait. Oui, parce que par exemple, le côté court, ça montre aussi la culture Internet qui fait qu'on zappe et qu'on grignote et qu'on butine beaucoup plus qu'avant. C'est Canal+ qui a inventé le zapping. Hein, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une prod qui fait le zapping. Mais je sais pas C'est si. le Canal, ça. Hein Toi, mais non, mais Non, mais très sincèrement. on a vraiment grandi avec Canal, en fait. Mais t'as Jamel, tous les gens qui nous ont poussé à faire ce métier, Edouard Baird, qui sont des grands acteurs, Poulvord, sont passés par Canal. Après, je peux t'en citer d'autres qui sont pas passés par Canal. Eric Ramsey était sur France 2, je crois, c'est ça. C'était très bien. Mais ils ont été sur Canal aussi. Voilà, Astier était sur M6. Voilà, ça reste du. C'est le comique qui est passé sur. Enfin, le seul auteur quasiment comique. Parce que c'est vrai que Canal+,
Enfin, c'est une fierté pour vous de Mais faire Caméra partie Café, d'une longue tradition de. Caméra Café quand même. C'est vrai, Caméra Et Café. puis, Solo, il y le a- blog, Il y était a Dujardin très et bien. Alexandra Lamy sur France 2 aussi. Hein. Donc Oui. c'est pas, faut pas cloisonner les chaînes. Je te dis, moi, c'est des gens que j'apprécie dans tous les sens, mais c'est vrai que Canal, ça a été le. Enfin, c'est chiant, mais. Si tu veux que je te dise de plus, c'est cool, c'est noir, c'est sobre, bref, c'est noir, c'est sobre. Rien que pour le logo, tu vois. Tu parlais d'Asti, et il y a eu un débat super intéressant sur Twitter qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, sur le téléchargement, la culture internet, la culture de copie, la culture de piratage ou la culture de partage. Ça commence un peu à devenir perméable, tout ça c'est bien compliqué. Certains trouvent que c'est du vol pur et simple, d'autres comme toi, Bruno, tu avais une position qui était, je dis pas plus moderne, mais qui était plus Qui est à cheval. construite, on va En dire, fait, on est à cheval. qui est un peu à cheval. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on on fait partie des gens. Là, pour le coup, nous, on peut en parler parce qu'on télécharge Et vous êtes des auteurs en et on fait des trucs qui, effectivement, et c'est vrai, si c'est que télécharger, eh ben, tu peux pas le faire parce que ça a un coût. C'est pas comme un bouquin. Il y a Paul Da Silva qui était au Parti Pirate, qui est parti, enfin, qui a une espèce d'aura, qui est quelqu'un qui pense très bien, que j'aime beaucoup, qui lui disait bah, moi, mon bouquin, je l'ai donné gratuitement. Ton bouquin, il faudra qu'on en parle avec lui d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps de lui en parler. Ton bouquin, tu l'as fait tout seul en fait. C'est ton choix à toi tout seul. Moi, si je vais voir le chef-op et je lui dis bon, bah en fait, t'es pas payé parce que j'ai décidé de le mettre en libre sur internet, c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois aller convaincre 400 personnes qu'elles doivent pas être payées pour ça. Donc, et c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, le téléchargement, et même le téléchargement légal, rapporte pas assez, en tout cas, il n'est pas assez énorme pour payer des choses comme Bref, qui a vraiment un coût. Et en même temps, tu es obligé de passer par la télé pour le faire. Et les gars de la télé, ce qui est normal, ils disent bah c'est chiant quand on nous télécharge parce que nous derrière on est censé vendre de la pub, vendre des DVD, tu vois. Non mais c'est vrai. On va refaire une aventure sur ça. Vendre de la pute. Non mais c'est vrai. Oui. Donc du coup, je pense qu'on est assez représentatif des gens qui savent pas. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Orelsan et Ben Mazué. Ouais. En général, les deux derniers albums, leurs derniers albums, je les ai eus. Je les ai eu. Non mais justement, je les ai eu avant. C'est-à-dire Ouais. que ça a leaké, mais en interne, ça a leaké dans la presse, etc. Ouais. Donc je les ai eu avant. Ouais. Donc je les avais. Puis après, je les ai écoutés sur Spotify parce que je les aimais bien. Ouais. Et après, comme je sais que quand tu une écoute sur Spotify, ça te donne environ 0,00001 centime, j'en ai acheté 4 pour chaque personne en fait. Donc, dès que j'ai eu de la thune, je dis cool, je vais acheter 4 C'est un Orelsan. peu une exception quand même. Mais non, je suis pas une exception, je suis juste un mec qui sait pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire, comment je fais alors? C'est-à-dire que j'aime bien un gars, j'ai déjà son morceau, après j'ai la même chose sur Spotify, mais ça lui rapporte pas encore assez. Et il y a un truc matériel que je vais jamais. Ils sont emballés, ils sont chez moi. Je l'ai acheté 4 fois pour. Oui, ils sont emballés chez moi. Acheté 4 Quand je croise un il gars, en a offert à ses potes. voilà, et quand je croise un gars qui connaît pas, je lui donne le CD emballé. Et ça se trouve, il va juste regarder la pochette et il va taper son nom dans Spotify. Mais en fait, on est à cheval en fait. Ça veut dire que pour financer un artiste, t'es encore obligé d'acheter le truc matériel parce que c'est ce qui. Même si c'est pas ce qui lui rapporte le plus, pas forcément, c'est ce qui va être pris en compte pour dire tes disques d'or, on te fait un autre album. Tu peux avoir 16 milliards d'écoutes sur Spotify, je suis sûr que ta maison de disques elle s'en bat les couilles. Ouais. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que t'es disque d'or ou pas. Est-ce que c'est le bordel d'être auteur aujourd'hui du coup? D'être auteur et en même temps consommateur, c'est-à-dire que du coup, comme tu dis, t'es ni noir ni blanc, t'as 20 milliards de nuances, t'as des solutions de téléchargement qui marchent pas tout le temps ou qui marchent, t'as des solutions de téléchargement illégales qui marchent pas tout le temps mais qui sont utiles parfois. T'en as qui utilisent pour eux c'est une offre d'essai et ils se mettent à acheter après. T'en as qui soutiennent des artistes en allant au concert. Aujourd'hui, est-ce qu'Adopi par exemple c'est une voie extrêmement claire sur ce qu'ils veulent faire? Et par exemple, le Parti Pirate a une voix aussi assez claire sur ce qu'ils veulent faire, où les gens sont pour la licence globale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui, ou qu'on est dans un bouillon techno-culturel qui est juste impossible à démêler Moi j'ai vu un truc qui m'a émerveillé. Après, c'est vrai que le mec a une notoriété en télé, Louis C.K. Tu parlais de Louis C.K. Louis C.K. son dernier spectacle, je crois que c'est Beacon Theatre, il l'a mis en téléchargement, sans DRM, c'est-à-dire sans droit de reproduction derrière, tu vois. Il l'a mis pour $5 via PayPal, d'accord? En 15 jours, il a gagné $1 million. Il avait dit, avec $1 million, enfin, il a dit avec, il y aura, je crois qu'il a dit, il y aura 20% pour. Oui, il a fait 25 pour mes impôts, 25 pour ma prod. pour le site internet Voilà, non, pour ma prod, non, sur le site internet, c'est juste rien, c'était un téléchargement. Il a donné à une association caritative, il a mis genre $200 000 pour une association caritative, et le reste c'était pour lui. Et il disait ça, il disait, téléchargez-le, bon, donnez-le à vos potes, je m'en fous, $5 sur PayPal, faites ce que vous voulez.
En 15 jours, il en a vendu pour $1 million. Et ça, il continue à le vendre. Ouais, après, ça reste l'exemple de gens qui sont connus par autre chose qu'Internet. Oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire que c'est quand même un mec de 40. Non, mais c'est pareil pour Radiohead, c'est pareil pour Prince. À chaque fois, on prend ces exemples-là, mais ces exemples, ils sont faussés par le fait que les mecs, ils ont été propulsés par quelque chose de puissant. Je suis puissant. d'accord, mais ils sont initiateurs de démarches qui sont hyper intéressantes. Parce que, peut-être pas, voilà. Mais par exemple, tu as une captation, ça coûte 50 000 €, une captation de spectacle coûte entre 40 et 50 000 € avec des techniciens, c'est concret. Ouais. C'est un coût concret. Ça coûte très cher. Il faut avoir cette offre-là. Après, le contenu, eux, ils le mettent. J'ai été vachement séduit par ça. Je trouvais ça assez merveilleux, tu vois. Bon, après, le mec qui fait le SNL, il va chez Letterman et il dit que son truc est téléchargeable pour $5. Donc forcément, il y a une grosse médiatisation derrière. Mais est-ce que d'une certaine manière, parce qu'on voit aussi aujourd'hui des plateformes, effectivement, comme Bandcamp pour la musique, où les gens arrivent dessus sans aucun intermédiaire à part la plateforme technique, ils mettent le prix qu'ils veulent. Et ce sont des DRM, etc. Et ce sont des plateformes qui marchent très très bien aussi. Mais est-ce qu'il y a une solution du coup? Est-ce que le téléchargement légal ou le téléchargement initié par l'artiste est quelque chose qui est de la voix? Ou est-ce qu'on va se retrouver comme aujourd'hui où finalement, entre toutes les possibilités techniques qu'on a et toutes les relations qu'on a à la culture, chacun fait un peu comme à sa sauce? Si tu n'as pas d'argent et que tu es chez toi, et parce que tu n'as pas d'argent, tu es chez toi et que tu as Internet, et parce que tu n'as plus d'argent parce que tu as payé ton forfait Internet et que sur Internet tu peux avoir des trucs gratuitement et que t'as pas, de toute façon tu les aurais pas achetés. Ouais. Moi je veux pas, je jette la pierre à personne, mais tu peux comprendre les téléchargements, c'est pas, dire je l'ai fait, je peux que le comprendre. Après il y a aussi, je pense, non, ce qui est intéressant c'est que tu vois Astier il dit non. Ouais, quand tu dis ça, Astier il dit bah non, je me suis fait chier à le faire. Non, mais... D'où tu le prends gratuit. Voilà, et donc je trouve qu'il y a une pause extrêmement claire. Il est clair là-dessus, il dit non. C'est du vol pur et simple. Pour lui, c'est du vol. Il dit c'est du vol, j'en ai rien à foutre. Si t'as pas de quoi acheter un truc, tu l'achètes pas. Point barre. Tu ne le voles pas quand t'as pas de quoi acheter une pomme, tu la voles pas. Il pense un peu plus comme on va dire l'ancienne génération d'une certaine manière. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que lui, il est auteur, créateur, producteur du truc. C'est-à-dire que, à mon sens, tu devrais avoir le choix quand tu fais un truc. Si nous on a envie de faire bref et de jamais le sortir en DVD, que tout le monde le télécharge et que ça nous chante, ça nous chante. Ce qui est énervant, c'est que de l'autre côté, le gars qui veut pas, il est obligé. C'est-à-dire que c'est un gars, il est là, après personne aime, tout le monde dit non parce que c'est pas matériel, une pomme tu peux pas la dupliquer, je m'en bats les couilles. C'est un gars, il a des pommes devant lui, d'accord, il est comme ça dans son magasin et il y a des gens qui passent, qui prennent des pommes, qui partent en courant. Et quand il dit on lui dit putain mais allez on a faim, t'es con, t'es un connard. Et en fait je suis pas d'accord. Et tu devrais pouvoir avoir le choix en fait. Ce qui est pas bien, c'est de pas respecter. Les gens qui disent moi je veux voir Kaamelott gratuit, je veux pas acheter le DVD, alors que Astier dit non moi j'aime pas, ils devraient juste dire bon je regarde pas Kaamelott. Ils devraient être d'accord avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ils devraient dire à Astier c'est pas bien ce que tu dis et être d'accord. Parce que là en fait en gros c'est tu critiques un gars comme s'il t'empêchait de le prendre alors que tu peux le prendre. Donc en fait ce qui m'énerve c'est ça, c'est pas parce que complexe pour moi, explique. Regarde, le gars il dit je veux pas qu'on me vole. Ouais. Toi tu viens, tu lui choures un truc. Et en plus, tu lui dis ta mère et tu pars en courant. C'est ça que j'aime pas. Ce que vous avez dit, c'est que si tu pars, tu fermes ta gueule. Si tu te sers, t'assumes. C'est la position de Poulpe. Voilà. Parce que là, je refais un peu le débat qu'il y a eu sur Twitter. C'est la position de Poulpe. Monsieur Poulpe, il dit moi, je télécharge, mais je la ramène pas. Si je croise Astier, je dis pardon. Je dis pas, j'ai le droit de te télécharger parce que c'est de la culture et la culture, c'est important dans la vie. Il dit non, je regarde Kaamelott. C'est pas faire de lance que je cautionne. Genre, c'est la culture pour tous. C'est ça. Attends, juste par rapport à ça. Parce qu'il y a un truc qui est marrant par rapport au téléchargement illégal, c'est que j'ai déjà téléchargé des séries. Attends, moi, je les ai jamais regardées. Je t'assure, je les ai jamais regardées. Elles sont dans un disque dur. Je ne les ai jamais regardées. J'ai supprimé mon disque dur. En introduction de ça, j'aimerais juste dire, je m'auto-cite parce que je maintiens cette idée. Tous les mecs qui disent je télécharge parce que c'est la culture et que la culture ça doit être gratuit et vive la culture. Tous ces gens-là, je leur demande, est-ce que tu téléchargerais des Jordan ou une Game Boy ou des trucs qui sont pas culturels? Voilà. Est-ce que tu téléchargerais des Jordan? Si la réponse est oui, ferme ta gueule. N'utilise pas la culture, genre joue pas le bas de combat de la culture. Est-ce que tu penses que aussi le côté dématérialisé fait dire aux gens que comme il n'y a rien de palpable, il n'y a pas de valeur en fait? Non, je pense qu'ils disent. Moi, je me souviens très bien quand on était petit, et d'ailleurs, c'est un truc que je voulais faire avec Stéphane Bach. Quand on était petit, à un moment, on a découvert qu'on pouvait faire la grève, nous, les élèves. C'est-à-dire qu'on s'en battait les couilles des histoires, en vérité, politiques et de nanana. On regardait dans le journal, on voyait, on peut faire la grève parce qu'il a dit ça. On arrivait, on disait aux profs d'histoire, on veut faire la grève parce qu'il a dit ça. Vous êtes sûr? Oui. Et après, on allait jouer au foot, on s'en battait les couilles. Et là, c'est pareil, les mecs qui sortent l'argument de la culture, ils s'en foutent complètement. C'est pas ces mecs-là, sinon il y aurait autant de gens au Louvre le premier dimanche du mois
que de gens qui sont en train de télécharger. Ouais. Parce que c'est gratuit. Ouais. Et non, en fait, ça n'a rien à voir avec la culture. Si tu peux télécharger des Jordan, tu les prendrais, alors ferme ta gueule. Voilà, c'est juste ça en fait. Parce que ça m'énerve qu'on pointe l'argument la culture, alors qu'on rentre jamais dans une bibliothèque, qu'on va jamais dans une médiathèque. Nous, quand on n'avait pas de sous et qu'il n'y avait pas internet, on allait à la médiathèque prendre des CD. Ouais. On faisait du rap, on samplait Aznavour, on était content. Tu vois. Mais on le faisait, on le prenait gratuitement parce que c'était à la médiathèque. Et des fois, on réservait. On disait, il y a IAM qui est sorti, quand est-ce que je peux venir le chercher? Est-ce que tu penses que ça, c'est un discours qui est encore pertinent par rapport à tout ce qui est possible aujourd'hui en fait? Ou est-ce que tout ce piratage et cette culture? Moi, je te dis, j'ai un peu switché en fait. C'est-à-dire que j'étais à l'époque du modem, tu vois, quand tu téléchargeais un MP3, t'étais un rebelle. Regarde, j'ai Village People en MP3. Oh, la disquette. J'ai une disquette et demie, il fallait le zipper. Enfin, tu vois, fallait zipper ton son. Un truc qui était déjà compressé. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais gay, Pourquoi? T'as dit Non, Village mais People? c'est C'est sorti tout seul, t'as dit Village People. Non, parce que c'était les morceaux. t'as le tu sais, il y avait droit. Gérard Mais on te Fernandez. juge pas, Kian. On te juge pas. Après, moi, je suis dans un notion d'MP3, je faisais les People en premier. Ah, je sais ce que ça veut dire. Non, mais parce qu'à l'époque, c'était genre, waouh, il y a les sons de la discothèque, tu vois, c'était ça, waouh. Parce qu'en boîte de nuit, on écoute encore les Village People. Il vient On de fait le YMCA. Ah oui, il vient de et tout. Reims. Il vient de Reims. Non, mais même partout, les gens adorent faire YMCA. Donc, J'ai découvert, je connaissais pas les plateformes de téléchargement légal. J'ai découvert iTunes il y a pas longtemps. Oui, en fait, lui, c'est intéressant parce qu'il est passé de mec qui mange du sable à mec qui a les moyens d'acheter une série à 40 € en fait. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, c'est intéressant de voir que. Non, mais c'est vrai. Du coup, tu switches. Mange du sable avec du sel. Avec du sel. Mais c'est vrai. je pense Avec que- Non, mais c'est vrai. avec du C'est- beurre maintenant. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que t'es passé de mec qui a pas les moyens d'avoir quoi que ce soit de vraiment un peu cher à mec qui regarde pas le prix d'une série. Parce que si tu regardais le prix d'une série que tu télécharges, tu verrais que l'épisode il est à 1 € et que donc quand tu télécharges 3 saisons, t'as déjà payé 72 €. Ah ouais, coffret, Oui, mais c'est par 100 contre, €, non, mais alors Voilà. je te dis, j'ai kiffé. J'ai acheté Futurama sur iTunes. Ça m'a coûté 19,99 €, je crois, donc 20 €. Parce qu'il faut pas avoir il y a un centime en moins, c'est 19 €, c'est sûr. Non, c'est 20 €, ça m'a coûté 20 €. J'ai cliqué, j'ai fait OK, j'ai choisi en VF, parce que je voulais la VF de Futurama. Je regarde et je la télécharge, et en 5 minutes, je la regarde en fait, et je regarde les épisodes. Et bizarrement, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je me suis dit, c'est cool, j'achète, je l'ai tout de suite. Ouais. J'ai pas eu besoin de chercher la bonne version. Ouais, même de tomber sur un porno suédois, tu vois, de dire ah merde, c'est un porno suédois. Bon, ok, je mets de côté. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, Voilà. ce que je retiens de tout ça, c'est que tu l'as regardé en VF. Ouais. C'est vrai que là, ta street cred geek, elle Ah, part- c'est elle tombé là. part du point, quand même. T'as perdu 100 points en fait. Non, Pourquoi tu non, l'as moi, Futurama en Parce que VF? j'aime bien. Pour moi, c'est dans la même veine des Simpsons, je regarde en VF, tu vois. Mais alors, du coup, est-ce que Les c'est Simpsons, ça tu regardes américain, les Simpsons? Bah maintenant, oui, j'essaye. Quand j'avais pas le choix que c'était sur France 3, bah je regardais. Ah en ouais, VF. moi je suis attaché à ça, c'est comme les films. Non, mais ceci dit, c'est des très bonnes VF qu'ils font. Mais non, mais c'est la très bonne VF. Moi, la j'ai pas. VO est meilleure. Ah, bah, j'essaierai alors, j'essaierai. Mais pour moi, voilà, ça s'est fait comme ça, c'est dématérialisé, c'est dans mon ordinateur. Et voilà, de toute façon, moi je suis. Non, mais donc c'est intéressant de Plus voir, trop dans le matériel, de toute que façon. à partir du moment où je pense qu'il y a cette notion, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Apple, le côté un peu fermé, etc. C'est aussi on se rend compte qu'à un moment ça crée un confort qui fait que tu achètes une appli, tu l'achètes en fait. T'es plus en train de dire ok, je vais jailbreaker. Surtout quand tu vieillis, que tu commences à avoir un peu de thunes, tu dis bon, bah, C'est ça, je veux une appli, je vais la Dans prendre. un confort, Ouais, fait. en fait, c'est pas s'embourgeoiser, je pense que ça va devenir le réflexe de. Ça veut dire qu'en gros, les mecs qui téléchargent, c'est les gars comme nous, qui allaient à la médiathèque et qui enregistraient sur une cassette Ouais. le CD qu'ils venaient de prendre à la médiathèque. Ouais. Et puis les mecs qui achètent le CD, c'est les mecs qui peuvent acheter le CD. Est-ce je pense que la petit à culture petit, est ça va toujours un luxe, glisser. alors, aujourd'hui, même avec Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, avoir une culture, Je pense qu'aujourd'hui, c'est un luxe. tout quasiment est un luxe. On est dans une société où manger, déjà, c'est un luxe. C'est un luxe hein, quand même. Hein, Donc, Ouais. du coup, Quand vous savez que le prix du sac de riz faut que Petit tu sac de sable. a doublé, le sac de sable a doublé, et le prix du sel qu'on met dans le sable. Non mais c'est un luxe. Faut pas oublier que. Moi, je pense vraiment que la tout vie est est un un luxe. luxe déjà. Enfin, Ouais. Mais que mine de rien, avec Internet, En fait, il y a plein d'aspects. C'est-à-dire que si tu prends l'aspect moins cher. sociologique, économique, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive, tu as toujours le même argent de poche. Et que pour reprendre l'exemple des Jordan, les Jordan, si tu les veux, il faut les acheter. La musique, tu peux la télécharger. Ouais. Donc du coup, si tu télécharges ce que tu peux télécharger. Donc d'un point de vue purement, on va dire, sociologique, c'est ça. Après, d'un point de vue commercial, effectivement, quand on s'intéresse à ça, il faut dire, bon, il faut les solutions adéquates aux mecs qui peuvent télécharger. Quoi qu'il arrive, tant que tout ne sera pas téléchargeable,
l'argent aura toujours la valeur qu'elle a, et donc tu iras toujours chercher un truc, tu iras toujours payer un truc que tu es obligé de payer en priorité en fait. Aujourd'hui, la culture reste un luxe, mais coûte moins cher qu'avant. Si on compare le prix de la musique, des films, je pense qu'aujourd'hui, les DVD, bref, ça tourne à 13 euros, alors qu'avant, un DVD, ça coûtait à 25-30 euros. Un CD qui n'était pas au prix vers la Fnac, ça coûtait 25 euros. Ouais, ils ont sorti du Blu-ray maintenant pour pouvoir dire. C'est vrai. Mais la musique coûte beaucoup moins cher, par exemple. Les livres coûtent un peu moins cher qu'avant, même si c'est un peu plus compliqué. C'est quand même bien, ou c'est un truc qui fait mal à la culture? Ou est-ce que c'est un prix qui est plus juste qu'avant et qu'en fait finalement Internet est obligé, on va dire, à avoir un prix qui serait plus juste pour la culture, qui est un prix inférieur? En fait, je pense que c'était avant que c'était pas normal. J'avais fait un article là-dessus où je disais c'est comme les footballeurs, le jour où plus moins de gens regardent le football, et ben les footballeurs ils sont payés le SMIC, et ceux qui sont passionnés vont rester, ceux qui le faisaient pour l'argent ils partiront, et c'est pas grave. Je pense que c'est avant que c'était pas normal. Et avant, voilà, tu chantais dans un micro, c'est bien, t'es une star, etc. Tu touchais 16 milliards, voilà. Si maintenant, en fait, ceux, comme d'hab, ceux qui en pâtissent le plus, c'est les petits qui démarrent en fait. Voilà, c'est ça en fait. Mais les gens qui. Vous êtes un peu des gens qui démarraient finalement, vous aussi. Oui, mais nous en fait on démarre à cheval. C'est ça que je te disais. C'est que nous on démarre avec le budget d'une série télé, mais qui est reconnu sur internet. Et le DVD, je sais pas du tout si on va en vendre. On n'a pas les chiffres. Peut-être qu'on n'en vendra aucun. Mais nous on est, en gros, si tu veux, pour schématiser, on est déjà payé nous. Ouais. Nous on est déjà payé. C'est-à-dire que le DVD il se vend pas. De quoi qu'il arrive, on a eu de quoi manger en fait. On a de quoi acheter Futurama en VF. Tu vois, pour te dire le niveau de trucs quoi, c'est ouf. On peut se payer un luxe de ouf. On peut en évitant toutes les putes au début quoi, tu vois. On regarde vraiment des trucs, des milliers. Moi c'était un lapsus. Toi c'est une faute de goût. Ça n'a rien à voir. Et non mais donc du coup nous c'est particulier. Tu peux pas comparer ça et la musique. Tu peux switcher d'ailleurs sur iTunes. Ça tu peux switcher? Ouais. Tu peux regarder en VO. Tu peux mettre les sous-titres et switcher, ouais. Ah c'est parfait. Non c'est vrai, tu peux switcher. J'ai acheté. Switch de temps en temps, tu vois, c'est parfait. Ouais, je vais essayer. Et t'as les commentaires audio ou pas? Non. Ah, j'ai pas regardé, mais je pense pas. Je sais que Inception, il y avait tous les bonus avec. J'ai acheté Inception, il y avait tous les bonus. Donc voilà, nous on est un mauvais exemple parce que on est. Non. Non, parce que non, mais je veux dire que mon point de vue sur la musique, je peux pas l'utiliser en me basant sur mon expérience puisque je suis déjà payé pour faire bref et qu'au moment où je vends l'équivalent du CD, je suis déjà payé. C'est comme si le mec qui vend son CD, il est déjà payé quand il fait le clip. Il est payé pour le clip. Donc c'est pas comparable. Et surtout le téléchargement de la musique est en train de trouver des solutions qui sont un peu faibles pour l'instant avec Spotify, avec Spotify, c'est vachement bien. Deezer, ça c'est vachement bien. Spotify, c'est en danger. Mais je connais pas en fait le business plan de ce truc-là, si c'est viable ou pas. Ils ont beaucoup de mal. Pour les artistes, je connais pas. pas. Surtout les majors, donc les diffuseurs de musique leur rendent pas la vie facile. Mais moi, tu sais, après c'est ma philosophie des choses, mais j'étais dans un appartement là pendant 1 an, j'avais des livres. C'est con, j'avais des livres, des vrais chefs-d'œuvre, hein, des bouquins que j'ai adoré lire. Et j'ai remarqué une chose, je les mettais sur ma bibliothèque. J'avais acheté une petite étagère et j'avais rempli mon truc de livres. Et pendant 1 an, je les ai jamais lus. Et je les avais lus. C'est des livres que j'ai parcourus, que j'ai lus dans tous les sens, que je connais très bien. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. C'est des trucs qui m'ont poussé à écrire aujourd'hui. Et je les avais là et je les ai donnés en fait. Parce que ça me faisait mal au cœur de savoir que ces chefs-d'œuvre-là, ils prenaient la poussière sur le dessus, tu vois. Il n'y avait que le dessus qui était sale. En fait, c'est parce qu'on se dématérialise. C'est-à-dire que par contre, si tu peux acheter des scans, tu vas les prendre. Tu les prendras, tu auras comme ça. J'ai toujours sur mon iPad. Ah oui, ça peut être hyper intense. Mais d'ailleurs, il y a des trucs comme ça. C'est le store, c'est ça, c'est le bookstore. Ouais. L'iBook, c'est ça. Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir des playlists Spotify avec les CD qu'on a dans notre. Ça fait pas mal aux yeux, les Kindle, ça fait pas mal du tout mal aux yeux. C'est pas du tout lumineux, c'est parfait. Et moi, je m'est déjà arrivé de poser un bouquin dans le métro. Et de me dire, voilà, si quelqu'un le ramène, ou de donner à des jeunes acteurs. Je pense qu'un clochard, c'est qui pose un bouquin dans le métro, Bruno qui achète des CD par 4. Harry, t'as la pression, qu'est-ce que tu fais pour... Non, parce que j'ai déjà trouvé un bouquin dans le métro, je l'ai déjà lu, donc ça me dérange pas en fait. Harry, tu vas genre merde. Non, moi j'achète tout en fait. D'accord. J'achète parce que en fait je suis en voiture et j'écoute des CD et donc ma voiture est remplie de CD, je sais plus où les mettre. D'accord. Donc j'achète des CD. Les DVD, j'achète souvent aussi, mais la Fnac c'est bien ce qu'ils font maintenant, ils font des packs de plein de DVD et souvent des très bons films en fait. Ouais. Souvent des classiques, souvent des... En fait ça permet de découvrir plein de nouvelles œuvres et je crois que ça c'est complètement
une conséquence directe du téléchargement, puisque c'est une stratégie, à mon avis, Plus marketing. agressif, Ouais, et puis c'est intéressant, t'achètes 5 DVD pour 20 ou 30 euros, et voilà, et tu découvres des trucs incroyables. Et finalement, c'est une ouverture sur la culture que j'aurais pas eu si j'avais eu à télécharger. D'accord. Tu vois, Ouais. même si je télécharge pas tellement, mais je pense que ton côté, enfin, je pense que son côté producteur fait qu'il n'est pas dupe. En fait, il se ment pas comme les gens qui téléchargent pour se donner bonne conscience. C'est comme dans un milieu qui est voilà. en Mais c'est rapport direct et quotidien. Voilà, Avec, mais c'est comme Astier quand il dit ok, quand tous les gens qui l'ont un peu agressé en disant ouais non c'est pas vrai, je te vole pas, hein, il dit, ok, mais Kaamelott ça coûte 5 millions à faire. Ouais. Alors dites-moi comment j'ai les 5 millions, Ouais. parce que encore tu fais un Kickstarter, je suis pas sûr que tu arrives à avoir 5 millions. Dites-moi comment je les ai au début ces 5 millions en fait. Dites-moi comment je les ai au début, avant que vous me connaissiez, comment je les ai. Et après on en reparle. Et il a raison en fait. Et je pense que quand tu sais, il y a plein de gens qui disent c'est honteux quand tu vends un bouquin, tu touches que 10%. Mais en fait, il y a vraiment des gens, et on m'a dit pareil pour le DVD, tiens, sur Twitter, on m'a dit pareil pour le DVD. Combien tu touches sur ton DVD? Je sais pas, ça doit être comme un bouquin, quoi. 5-10%, je sais pas. Et les gens trouvaient ça injuste et incroyable. Je sais pas, ça serait Alors intéressant. Alors que tous les gens qui prennent les 90% restants, ils les méritent en fait. C'est pas comme s'il y avait 30% qui partaient dans les poches d'un mec Parce que qu'ils ont je des salaires, déteste. ils ont des charges, les sociétés qui vendent de la communication, des trucs comme ça a des charges. Mais tu penses pas qu'une partie va mourir, une partie des intermédiaires, mine de rien, va à terme disparaître? Ça dépend des Ils vont chiffres. à eux d'évoluer aussi, les intermédiaires, à eux de se rendre beaucoup plus utiles sur Internet, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, il y a des intermédiaires qui sont Les plus mecs- forcément les mecs qui nécessaires. livrent des DVD physiques par camion. Ils vont disparaître. Ils disparaîtront. Ah non, parce qu'ils vont les livrer chez les champs. Non, parce qu'ils vont plus les livrer. Parce que tu vas télécharger. tu vas les télécharger. Parce que Ah, ça tu va parles de se ça, matérialiser. d'accord, les gens, Oui, les assorts de magasins, tu veux dire. Par exemple. Ils Ah, ouais, disparaîtront, c'est mais tous les gens qui avancent ça comme un argument pour dire que c'est pas bien, les porteurs d'eau aussi, ils ont disparu. Ouais. À un moment, tu ouvres un robinet, à chaque fois que tu ouvres un robinet, il y a un porteur d'eau qui meurt. Il y a pas d'autres tristes. Qui gagne ses ailes. Ouais, mais c'est ça. Et à un moment, tu peux pas arrêter l'évolution, c'est une vraie évolution. C'est-à-dire que ça avantage tout le monde, sauf celui qui est concerné par le fait qu'il t'apportait de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas lui la priorité c'est quand même les gens. Ouais. Et donc oui, le mec qui livre des DVD, il va livrer d'autres choses. Il a qu'à ouvrir une très belle boutique vintage de DVD, comme il y a des mecs qui ouvrent maintenant des boutiques de vinyle. Ouais. Voilà. il y a un truc un peu triste que je trouve, c'est l'aspect sociologique qu'on va perdre de la venue dans les magasins culturels. Moi, je trouve que je rendais pas tout Non, nouveau débat. non, mais vas-y, Mais vas-y. je trouve ça Ils sont comme les gens qui disent en c'est la fait, fin du disquaire. ouais, ou du libraire, j'étais à la Fnac il y a pas très longtemps. Bon, la Fnac après c'est un exemple à part, mais et vraiment je voyais toutes ces populations très différentes qui regardent les DVD, et en fait si on se met qu'à télécharger, on va perdre forcément ça. Et peut-être qu'il y a un compromis, peut-être une nouvelle façon d'acheter, peut-être d'aller acheter du dématérialisé dans des magasins. Tu vois, je sais pas, c'est une proposition. Tu réassors une clé USB en fait, je veux dire. Ouais, peut-être, tu vois, pour USB ou aller télécharger sur ton iPad ou sur ton iPhone dans des magasins et de le payer à une caisse ou j'en sais rien ou avec ton. C'est la Ouais, tu vois, sociologie des choses. Lui, Il y a un truc. mais lui, c'est le mec qui dit mais c'était bien quand il y avait des porteurs d'eau, on se retrouvait autour du puits et tout. Voilà. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'il y aura toujours un moyen de. Ouais, ils soulignent le repli sur soi, le fait de sortir. retrouver cette communauté en fait. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur communautaire. les CD qui était intéressant parce qu'il y a un truc qui est vachement bien, ça m'a fait penser. Il y a. Quand tu dis le CD, t'écoutes des sons, t'écoutes le CD, t'es en bagnole, t'écoutes le CD, tu vois. Tu connais l'album. Notre génération, elle connaît Bob Dylan sur une chanson, sur un MP3. Ah oui, c'est machin pour MP3. Mais tu vois. sais qu'il y a beaucoup de. Elles connaissent pas l'album, c'est l'album de. Tu vois, il y en a qui connaissent très peu les albums des Pink Floyd ou l'album beaucoup de. d'analystes de la musique disent que c'est la fin de l'album en fait. Ouais, c'est Queen pour nous c'est un greatest hits, Les tu gens vois. vont écouter en single en fait, c'est que les gens ils ont une culture beaucoup plus hétéroclite et éclatée. Mais je pense qu'il y Au a un. lieu de connaître moins 3 précise. groupes par cœur avec toute leur discographie, tu vas connaître 300 artistes avec 2-3 chansons. Et je pense que différent. je pense qu'il va y avoir un compromis et je pense que ce sera le côté les clusters un peu, tu vois, parce que les mecs qui sortent les morceaux 2, 3, ils savent que s'ils sortent un album d'un coup, les mecs vont en prendre 3 et les mettre dans leur playlist. S'ils en sortent 3, 4, tu vois. Et je pense que c'était impossible économiquement avant de dire ok, je vais sortir en 4 fois un CD étalé sur un an. Maintenant, tu peux sortir un morceau par mois, 3 morceaux d'un coup. On voit plein de gros artistes pop comme Rihanna ou les mecs de LF Mao, etc., qui sortent quasiment tout leur, la moitié au moins de leurs chansons en single. Et finalement, leur album, c'est quasiment une version discount pour avoir tous leurs singles. Quoi.
C'est vrai que c'est une approche différente pour les auteurs aujourd'hui, c'est que la vente à l'unité va devenir la norme. Alors que c'est vrai qu'avant l'album était la norme et que la vente à l'unité était la Je pense qu'il y a une expérience de l'album qui va rester, mais ce sera au chanteur. Avant c'était imposé, voilà, t'achetais un album, fallait qu'il y avait une économie d'échelle. Tu pouvais pas vraiment sortir un seul morceau, fallait en sortir 12 d'un coup pour que ce soit rentable. Et je pense que c'est un peu comme Bref, on essaye de faire un épisode qui se regarde tout seul, mais si tu regardes tout seul à la suite, ça te raconte autre chose. Ouais. Et je pense qu'il faudra réussir à faire ça en musique en fait. Okay. Moi je trouve ça kiffant de dire sur un album, j'adore la 6 quoi. De pas dire le titre. Ça c'est un mec qui écoute dans sa voiture. J'ai envie de citer. J'ai envie de citer Orelsan, qui disait avant j'achetais des sons, j'écoutais même ceux que j'aimais pas. Maintenant j'ai 40 Go d'MP3 que j'écoute même pas. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, on citera encore Orelsan tout à l'heure. Il manque que Frédéric Tatelli là. C'est bien dire. Et je me permettrais de citer du Orelsan. Non mais c'est hyper. En 2 lignes, ça veut tout dire sur notre génération. Moi je me permettrais de citer Orelsan. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. On a voulu faire avec le DVD de Bref, on s'est dit si on fait un DVD, on fait pas un DVD genre en une boîte en plastoc. Et voilà, on vend ça et on vend avec un truc un peu aguicheur. On s'est dit on va vraiment faire un truc qui nous ressemble. Et encore une fois, on a eu la liberté de faire tout ce qu'on voulait dans ce DVD. On a mis des trucs assez inédits et il y a des sensations qu'avec le DVD tu peux avoir que tu ne pourras jamais avoir avec le téléchargement. Si tu le télécharges, tu pourras jamais ressentir ça. Et il y a des contenus un peu inédits, exclusifs. Voilà, quand l'objet en même temps, on voulait pas faire un truc avec un carton. Je pense souvent ça quand tu achètes un DVD, il y a un carton autour, tu enlèves le carton et le truc il se plie, puis après tu n'arrives plus à le remettre, alors finalement il reste sur le coin de l'étagère, tu le ranges. Non, on a voulu faire un bel objet pour cristalliser un peu notre travail. Voilà, c'est vraiment, il y a une intention. Quand on a fait des commentaires audio, on a supprimé nos week-ends parce que c'était hyper important pour nous, en plus de monter des épisodes, d'amener une valeur ajoutée à ça. C'était juste pour dire c'est notre travail. Voilà. C'est aussi parce que c'est trop la classe. Tu peux faire des commentaires audio, tu peux faire le réel. Ça claque. C'est bien cet épisode. On était en chaussettes sur un canapé, on discutait, on faisait des anecdotes. Mais pour te dire, voilà. Mais surtout, je pense que c'est un truc. Je pense que Bref, ça va être offert en fait. Non, je pense que ça va être offert. Je pense qu'à Noël ou à un anniversaire, tu vas offrir Bref à quelqu'un. Tu vois, il est fan de quoi lui? Il est fan de Bref. Je vais lui offrir. C'est ce qui se passe pour la bande pas dessinée, même si c'est pas du tout le même rapport. La bande pas dessinée à la base, comme l'a subtilement dit Kian, c'est ce que tu faisais avant. C'est des choses que tu faisais avant Bref. Oui, voilà. Et en fait, c'est toujours en ligne. Il continue. Mais en fait, c'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne. Le BD il existe. Si tu les veux gratuitement sur un écran, tu les as. Si tu veux les imprimer, tu peux les imprimer. Si tu veux acheter le livre, tu peux acheter le livre. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui quand ils viennent en dédicace, disent j'ai vu qu'il allait tout le temps sur ton site, j'ai acheté le bouquin pour lui offrir, est-ce que tu peux le dédicacer à lui? Et je pense que Bref, c'est aussi le DVD, c'est aussi quelque chose que tu peux offrir à un fan de Bref. Parce que peut-être que lui fera jamais le geste de l'acheter parce qu'il l'a gratuitement sur internet, mais que toi en lui offrant, tu lui donnes tu lui donnes quelque chose de matériel et de. Vous visez toutes les tatas de France en fait là. Non, pas forcément. Je pense que moi j'offre des. C'est une théorie, hein. C'est pas réfléchi. On va offrir. J'offre des CD à Harry. Je suis pas sa tata, je lui offre des CD parce que je sais qu'il en écoute dans sa voiture. Donc non, mais c'est vrai. Donc du coup. Je pense que malgré tout le côté dématérialisé, même si ça existe maintenant, tu peux offrir une appli sur ton iPhone, tu peux faire des choses comme ça. Je pense que malgré tout le côté dématérialisé, un cadeau, ça reste une boîte que tu emballes et que tu donnes à quelqu'un. Et pour l'instant, en tout cas, je pense que ça va changer comme tout le reste. Pour l'instant, quand tu emballes un ticket cadeau Fnac ou Virgin de la valeur équivalente du DVD de Bref et que tu le donnes à quelqu'un, c'est pas pareil. Oui, ça a rien à voir. Voilà. Et je pense que ça fait partie aussi de ça. Et donc, du coup, il faut réfléchir aussi l'objet comme quelque chose que tu offres, en fait. Quand on t'a offert un DVD, est-ce que ça t'a ému ou pas? Je sais pas si ça l'a ému. Non, mais est-ce que t'as senti un truc? C'est vrai que. T'étais content d'avoir. Tiens, va sur iTunes. T'étais content d'avoir. Si on t'avait envoyé un lien sur internet, ça serait battu les couilles. Ouais, c'est moins rigolo. Voilà. T'es d'accord que l'objet, c'est une sensation qu'on peut pas décrire. Ça reste un présent. Ouais, ça reste un présent. Alors, même si vous êtes là. Parce que beaucoup de gens vous décrivent comme la première série télé de la génération internet, etc. À la fin, votre travail, quand même, vous aimez cristalliser dans un objet physique.
Ouais, mais parce que, encore une fois, on est à cheval. Oh, ouais, mais parce que je crois aussi que le DVD là, tel qu'il a été conçu, c'est pas que les épisodes, c'est une vraie expérience en fait. Ouais. Il y a plein de surprises dedans, choses qu'on va pas dévoiler ici. Il y a des choses à découvrir dedans qui sont des surprises, des choses cachées. Il y a même dans Et le qui menu, correspondent ça réfléchit. aux Mais oui. gens qui. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont la génération geek, moi je t'ai coupé, arrête. Je t'en prie, mais non, non, c'est- ouais, toute bah, la vraiment, génération bonus, vas-y, easter parce que eggs, c'est. secrets, Vas-y, etc. va kiffer. Ouais. Parce que nous, ça nous fait kiffer. Ouais. Après, je sais pas si les gens sont pareils que nous, mais nous, ça nous ferait kiffer Ouais. d'acheter un DVD où il y a des trucs Parce comme que ça. déjà, c'est nous qui l'avons caché. Ouais. Et moi, quand je l'ai trouvé, j'étais content déjà. Bah oui, voilà, c'est pour te dire, c'est vraiment un truc vrai. de gamins, des vrais gamins. T'es là, chez C'est des Studio Canal, on leur dit on veut faire des trucs Mais- de gamins. et Voilà, ça fait mais ok. c'est pareil pour la promo. À chaque fois que quelqu'un nous a approché pour un partenariat ou pour un truc, on a dit ouais, mais on fait un truc marrant. Alors là, il va y avoir un truc ça va arriver bientôt sur Fnac.com. Ah bah je crois que c'est déjà en ligne d'ailleurs. C'est en ligne. Même sur Amazon, on a fait une vidéo Sur cachée. ouais, Sur Amazon, on a caché une vidéo parce que on se dit voir un teaser, maintenant tout le monde en voit. Ce qui est marrant finalement, en fait, on s'en fout que le gars il a regardé le teaser ou pas. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment on a dit c'est caché, il l'a cherché et quand il l'a trouvé, Il a il fait, était wow. content. Parce que moi, j'aurais, Bruno et Harry, on aurait kiffé faire. Bah ouais. Oh, il y a un lien. Tu vois ce que je veux dire ou Il y a pas un lien, Des c'est gros gamins. C'est quoi? C'est Fry qui boit une canette de. Ah, c'est cool, il boit du Slurp. On est content, mais en fait, c'est tout pourri. Mais t'es content de l'avoir trouvé en fait. Ouais. T'es content, un C'est Easter la- egg. encore une fois, c'est l'attention qui est là. Ouais, Tu dis c'est- fry, tu dis pas fry. Ouais, oui, je dis Fry. Donc tu regardes en VF aussi, mon pote. Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Donc ça fait quand même presque une heure d'interview avec Kian, Bruno et Harry, les auteurs de Bref. Donc on les remercie chaudement tout simplement parce qu'ils ont quand même pris le temps de discuter avec nous. C'est pas facile pour eux, surtout en ce moment parce qu'ils sont en plein succès. Et c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir cette vision de l'autre côté parce que nous on est quand même, on va dire tous des téléchargeurs quelque part. Donc c'est quand même sympa de voir de l'autre côté ce qui se passe. Dans tous les cas, on vous remercie encore une fois pour votre patience parce que une heure c'est quand même plutôt long et on espère, et c'est franchement la seule et unique fois, et on va revenir à un format plus court de 5 à 10 minutes. D'ailleurs, pour le coup, nous on continue avec notre petite soirée Ben & Jerry's pour le commerce équitable et à très bientôt pour la 6e édition de notre JDG TV.